Au dîner de Noël, mes parents ont donné des cadeaux à tous les petits-enfants, puis ils se sont tournés vers ma fille et ont dit, « Un enfant comme toi, sans père, ne recevra jamais de cadeaux. » En voyant son petit visage innocent, ne comprenant pas ce qui se passait, j'ai dit calmement, « Vous avez 60 jours. » Je m'appelle Denise Lemoine. J'ai 35 ans, je suis une mère célibataire et la propriétaire légale de la grande maison en bois dans la banlieue de Lyon. Ce soir, c'est le réveillon de Noël. Toute la famille élargie est là, les lumières scintillent, les enfants courent partout avec de nouveaux jouets. Ma fille de 7 ans, Chloé, est assise tranquillement sur le canapé, les yeux brillants d'espoir. Mes parents finissent de distribuer les cadeaux à chaque petit enfant. Puis, ils regardent Chloé droit dans les yeux et disent, assez fort pour que toute la pièce entende, « Un enfant comme toi, sans père, ne recevra jamais de cadeaux. » Le silence se fait, total. Je me lève, prends Chloé dans mes bras et regarde mes parents dans les yeux. « Joyeux Noël », dis-je calmement. Je ne renouvelle pas le bail. Vous avez exactement 60 jours pour quitter ma maison. Si votre propre famille a déjà humilié votre enfant devant tout le monde, cliquez sur le bouton d'abonnement tout de suite, car cette histoire va devenir très intense. Allons-y. La lumière du matin s'infiltrait à travers les fenêtres givrées et me trouva déjà à l'îlot de la cuisine, en train d'imprimer la version finale de la vie. La maison était silencieuse, à l'exception du faible bourdonnement de la cafetière et du craquement occasionnel des vieilles poutres qui se tassaient dans le froid. J'ai fait glisser la lettre sur la table en chêne où mes parents, Marcel et Sylvie Lemoine, sirotaient leur café. Mon frère, Stéphane Lemoine, 38 ans, était affalé dans le fauteuil du coin, les bras croisés, tandis que sa femme, Léa, lui frottait l'épaule comme s'il était la victime. Chloé dormait encore à l'étage. Je voulais la tenir à l'écart de tout ce qui allait suivre. Maman a pris le papier la première. Ses yeux ont parcouru l'entête, avis de non-renouvellement de bail. Elle a levé les yeux, confuse. « Qu'est-ce que c'est, Denise ?» J'ai gardé une voix égale. Exactement ce qui est écrit. Le bail que vous avez tous signé en emménageant il y a 10 ans expire dans 60 jours. Je ne le renouvelle pas. Papa a laissé échapper un petit rire incrédule. Tu plaisantes. C'est notre maison. Non, ai-je répondu. C'est ma maison. Je l'ai achetée. Je paie le crédit immobilier, les impôts, l'assurance, le chauffage, l'eau, Internet, tout. Vous n'avez jamais contribué d'un centime. Stéphane s'est penché en avant, le visage déjà rouge. Nous sommes une famille. On ne fait pas payer la famille. Vous avez cessé d'être des invités il y a longtemps, ai-je dit. Vous êtes devenus des locataires le jour où vous avez signé ce bail, et des locataires qui ne paient pas et qui viennent d'insulter ma fille devant 20 membres de la famille sont des locataires que je ne veux plus. Léa a reniflé. Alors, tu mets tes propres parents à la rue à cause d'un seul commentaire? Ce n'était pas un seul commentaire, ai-je répliqué. C'était le dernier, après 10 ans à tout prendre sans jamais rien donner en retour. 10 ans où j'ai couvert chaque facture pendant que vous dépensiez de l'argent en vacances, en nouvelles voitures, en école privée pour vos enfants, tout ce que vous vouliez. J'ai les relevés bancaires pour le prouver. Papa a essayé l'approche douce. Chérie, on peut en parler. On va commencer à aider davantage à la maison. Vous serez parti dans 60 jours, les jeux coupés. Ce n'est pas négociable. Stéphane a frappé la table de sa main. Les tasses de café ont tremblé. C'est insensé. Tu ne peux pas nous mettre dehors en plein hiver. En fait, si, je peux, ai-je dit en faisant glisser un deuxième dossier vers eux. Et je dépose également une requête au tribunal d'instance la semaine prochaine pour les arriérés de loyer et de charges. Le bail que vous avez signé indique un loyer au prix du marché. J'ai été généreuse pendant une décennie. La générosité, c'est fini. La voix de maman s'est brisée. Tu poursuivrais ta propre mère en justice? Je préférerais ne pas le faire, ai-je admis. Mais je le ferai. Si c'est ce qu'il faut pour que vous compreniez que cette maison n'a jamais été la vôtre à traiter comme un hôtel gratuit. Léa s'est levée si vite que sa chaise a raclé bruyamment le parquet. Tu vas regretter ça, Denise. Nous connaissons des gens. Nous ferons en sorte que tout le monde sache comment tu as abandonné tes parents âgés. J'ai soutenu son regard sans ciller. Vas-y, publie-le. Crie-le sur tous les toits.
J'ai les reçus pour chaque euro que j'ai dépensé pour garder un toit au-dessus de vos têtes pendant que vous traitiez ma petite fille d'indigne devant toute la famille. Laissons Internet décider qui est le méchant. Stéphane s'est mis à faire les 100 pas, marmonnant des menaces à voix basse à propos d'avocats, de procès et de traîner mon nom dans la boue. Papa se contentait de fixer la vie comme s'il était écrit dans une autre langue. Les larmes de maman ont finalement coulé, mais je n'ai pas ressenti le pincement au cœur que je ressentais autrefois. Je me suis retourné pour quitter la cuisine, m'arrêtant sur le seuil. 60 jours, ça commence aujourd'hui. Je vous suggère de commencer à chercher des appartements. Alors que je montais à l'étage pour voir Chloé, j'ai entendu Stéphane donner un coup de pied dans le pied de la table et Léa siffler quelque chose à propos de me le faire payer. Leurs voix se sont estompées derrière moi, et pour la première fois en 10 ans, la maison semblait un peu moins lourde. Le matin de Noël est arrivé, gris et silencieux. Je suis descendu avec Chloé sur la hanche, l'enveloppe déjà scellée et notariée la veille. La table de la salle à manger ressemblait encore à un champ de bataille de papier cadeau. Maman était assise à une extrémité, tenant une tasse. Papa regardait le crachin par la fenêtre. Stéphane faisait défiler son téléphone et Léa picorait les restes de roulé à la cannelle. Quelques cousins s'attardaient dans le salon, faisant semblant de regarder des dessins animés de Noël avec leurs enfants. J'ai posé l'enveloppe au centre de la table, juste sur un œuf rouge froissé. Maman a été la première à lever les yeux. Qu'est-ce que c'est ? J'ai gardé la voix basse pour que Chloé ne réveille pas la maisonnée trop vite. L'avis officiel que je ne renouvelle pas le bail. 60 jours, ça commence aujourd'hui. Le visage de papa est devenu blême. Tu es sérieuse ? On ne peut plus sérieuse. J'ai glissé la lettre plus près d'eux. Vous pouvez la lire ensemble. Elle est déjà déposée auprès du greffe du tribunal et envoyée en recommandé. Le compte à rebours est lancé. Stéphane a arraché le papier, ses yeux parcourant les lignes à toute vitesse. C'est. Tu ne peux pas nous jeter dehors comme ça. En fait, si, je peux, ai-je dit. Le bail que vous avez signé il y a 10 ans stipule que je dois seulement donner un préavis. Je le donne. Léa a ri, un rire sec et amer. Le matin de Noël ? Tu fais vraiment ça à Noël ? J'ai soutenu son regard. Tu m'as facilité la tâche quand tu as dit à ma fille qu'elle ne méritait pas de cadeau parce qu'elle n'a pas de père. C'était la limite, Léa. Tu l'as franchie devant 20 témoins. Une de mes tantes s'est raclé la gorge depuis le seuil, soudainement très intéressée par son café. Personne n'a pris leur défense. La voix de maman s'est brisée. Nous sommes tes parents. C'est notre maison aussi. Non, ai-je corrigé doucement. C'est ma maison. Mon crédit immobilier, mes impôts, mon assurance, mes réparations. Vous avez vécu ici sans payer de loyer pendant une décennie. Ça se termine dans 60 jours. Papa a ensuite essayé la raison. Laisse-nous au moins rester jusqu'au printemps. Il gèle dehors. Où sommes-nous censés aller ? Ce n'est plus mon problème, ai-je répondu. Vous avez eu 10 ans pour économiser, pour planifier, pour nous traiter avec un respect élémentaire. Vous avez choisi de ne pas le faire. Stéphane s'est levé si vite que sa chaise a basculé en arrière. Tu vas le regretter. Je me battrai contre toi au tribunal. Je dirai à tout le monde quelle fille ingrate tu es. J'ai souri pour la première fois de la matinée. S'il te plaît, fais-le. J'ai chaque reçu, chaque virement bancaire, chaque facture de service public à mon nom. J'ai aussi la vidéo d'hier soir de la caméra du salon. Bonne chance pour expliquer à un juge pourquoi tu penses avoir le droit de vivre dans ma maison gratuitement pour toujours. Léa s'est mise à pleurer, fort et de manière dramatique. Tu brises la famille. Non, ai-je dit en me tournant pour quitter la pièce, Chloé toujours sur ma hanche. Vous l'avez brisé au moment où vous avez décidé que ma petite fille ne valait pas un jouet à 10 €. J'ai porté Chloé à l'étage, j'ai fermé la porte de la chambre et les verrouillé derrière moi. En bas, j'entendais des voix s'élever, des chaises raclées, quelqu'un claquer un placard. Je me suis assise sur le bord du lit, j'ai serré ma fille fort contre moi et j'ai murmuré, tout ira bien. Dehors, la pluie continuait de tomber, baignant les dernières lumières de Noël d'un gris doux. Janvier a transformé la maison en une cocotte minute qui n'a jamais tout à fait débordé, mais la vapeur continuait de s'accumuler.
Je m'en tenais à ma routine comme une horloge, sortie de la maison à 7h30 avec Chloé, dépôt à la garderie, 8 heures de réunion et de revue de code, récupération à 17h15, course 2 fois par semaine. Chaque fois que je rentrais, l'air semblait plus lourd. Maman collait des petits mots sur le frigo, on n'a plus de lait, ou, s'il te plaît, ne touche pas au thermostat. Papa restait assis à la table de la cuisine pendant des heures à faire défiler ce loger, marmonnant que rien n'était abordable, sans jamais appeler un seul propriétaire. Stéphane passait des après-midi entiers sur le porche arrière à fumer et à se plaindre à de vieux copains de lycée, me dépeignant comme la fille sans cœur qui jetait ses parents à la rue. Léa me suivait dans la maison dès qu'elle me trouvait seule, me chuchotant que j'étais égoïste, que les liens du sang devraient être plus forts que l'orgueil, que je brûlerais en enfer pour ça. Je ne répondais à rien de tout cela. J'ai simplement installé un nouveau verrou sur la porte de ma chambre, changé le mot de passe du Wi-Fi 3 fois en 2 semaines, et commencé à préparer le dîner à l'étage sur une plaque chauffante pour que Chloé et moi puissions manger en paix. Le silence était la frontière la plus forte que je pouvais tracer. Un jeudi soir, Stéphane m'attendait dans le garage sombre quand je suis arrivé. Il s'est posté devant la porte, les bras croisés, son souffle blanc dans l'air glacial. « Il faut qu'on parle, Denise. » Je me suis déplacé pour passer. Il a attrapé la manche de mon manteau, assez fort pour tordre le tissu. Je me suis arrêté, j'ai baissé les yeux sur sa main jusqu'à ce qu'il la lâche, puis je suis entré sans un seul mot. Il a claqué la porte du garage derrière moi, mais il ne m'a plus jamais touché. Léa a déclenché l'arme nucléaire sur les réseaux sociaux. Elle a créé un groupe privé intitulé « Prière pour la famille Lemoine » et a ajouté tous les parents, ainsi que la moitié du quartier et les amis de l'église de maman. Des publications apparaissaient quotidiennement, des photos de maman l'air fragile dans sa robe de chambre, des légendes sur les enfants qui abandonnent leurs parents âgés en hiver, des émojis de mains en prière partout. Les commentaires affluaient de cousins que je n'avais pas vus depuis 15 ans, me traitant de froide, me demandant comment je dormais la nuit. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. J'ai quitté le groupe, bloqué les pires détracteurs et continué ma route. Papa a essayé la méthode douce un matin devant des toasts brûlés. Il m'a demandé si je voulais vraiment le voir dormir dans son camion à 67 ans. Maman se tenait derrière lui, un mouchoir à la main, chuchotant assez fort pour que Chloé entende que grand-mère avait peur de mourir dans la rue. J'ai imprimé de nouvelles annonces d'appartements à Villeurbanne, Vénissieux, et même Caluire et Cuire, j'ai entouré les moins chers et j'ai laissé la pile sur le comptoir. Les papiers sont restés là pendant des semaines, intacts. Stéphane a éparpillé des formulaires de demande d'emploi à moitié remplis sur Lilo, comme preuve qu'il essayait, tous pour des postes de directeur auxquels il n'était plus qualifié depuis une éternité. Léa a aussi imprimé des annonces de location, mais chaque annonce exigeait le premier et le dernier mois de loyer, plus une caution, de l'argent qui avait disparu des années auparavant dans des vacances et des camions neufs. Le sapin de Noël a été démonté le 2 janvier. Personne n'a pris la peine de remettre les décorations d'hiver habituelles. Le salon semblait dépouillé, comme si la maison savait déjà que de nouvelles personnes y marcheraient bientôt. J'ai engagé une amie juriste pour déposer l'ordonnance de paiement pour 10 ans de charges, d'impôts et d'entretien que j'avais couverts seul. Les documents attendaient tranquillement dans un dossier sur mon bureau. La dernière semaine de janvier, la tension était presque palpable. Les repas se prenaient en décalé. Personne ne croisait mon regard. Chloé a commencé à demander pourquoi tout le monde était si silencieux. Je lui ai dit que les adultes oublient parfois comment être gentils, mais que bientôt la maison serait de nouveau grande et joyeuse. Elle m'a serré plus fort dans ses bras et a cru chaque mot. 50 jours restants. Février est arrivé avec un grésil qui faisait vibrer les gouttières comme du gravier projeté, transformant chaque trajet jusqu'à la voiture en une bataille contre la glace. Un après-midi, en rentrant, j'ai trouvé une épaisse enveloppe du tribunal de grande instance de Lyon posée sur l'îlot de la cuisine, comme si elle y avait sa place. À l'intérieur se trouvait le jugement signé en ma faveur pour chaque euro d'intérêt du crédit, d'impôt foncier, d'assurance habitation, de réparation et de charges que j'avais payées seul au cours des 10 dernières années. Le juge l'avait tamponné le matin même. J'ai laissé les papiers exactement où ils étaient et je suis monté préparer à Chloé son gratin de macaroni préféré. Stéphane a fait irruption par la porte d'entrée 1 heure plus tard, la cravate dénouée, le visage de la couleur d'un steak cru. Il a claqué son badge d'entreprise sur le comptoir et a annoncé que l'audit des ressources humaines l'avait finalement rattrapé. Des années de notes de frais de déplacement gonflées,
de faux dîners avec des clients et d'heures supplémentaires qu'il n'avait jamais effectuées ont été mises à nu lorsque la société mère à Paris a pris le contrôle. Il est resté là, hurlant que le stress de toute cette histoire d'expulsion l'avait rendu négligent. Léa planait derrière lui, hochant la tête furieusement comme si perdre un emploi pour fraude était de ma faute. 2 jours plus tard, Léa a publié un fil de 12 paragraphes dans le groupe Facebook « Les Mamans de Lyon », en identifiant la page publique de mon employeur et en affirmant, je cite, « J'avertis tout le monde à propos d'une femme qui maltraite ses parents âgés et essaie de les rendre sans abri en hiver. » Elle a joint une photo recadrée de la vie de bail et une photo de maman l'air fragile dans sa robe de chambre. En quelques heures, ma boîte de réception a débordé de messages de collègues me demandant si j'allais bien et d'inconnus me disant que ma place était en prison. Mon manager m'a convoqué dans son bureau le lendemain matin, a fermé la porte et m'a demandé sans détour si ce drame en ligne affecterait mes performances ou l'équipe. Je lui ai donné la version courte et honnête. Il m'a cru, mais la promotion que je devais obtenir a été discrètement repoussée au trimestre suivant, en attente d'évaluation. Maman a changé de tactique et a commencé à laisser la télévision brailler sur des chaînes religieuses chaque fois que j'étais à la maison, le volume assez fort pour que tout le pâté de maison entende les sermons sur le fait d'honorer son père et sa mère. Papa a pris l'habitude de se tenir dans l'allée pendant de longs moments, fixant les panneaux, à vendre, des voisins et soupirant théâtralement pour que quiconque promenant son chien puisse entendre à quel point il avait le cœur brisé. Aucun d'eux n'a rouvert une seule annonce d'appartement. Je passais mes soirées dans le garage à assembler des cartons de déménagement en kit et à imprimer des listes de contrôle, en gardant tout hors de la vue de Chloé. J'ai réservé un box de stockage de 18 mètres carrés au cas où ils essaieraient de laisser des meubles derrière eux, et j'ai programmé le serrurier, le transfert des services publics et une équipe de nettoyage pour le lendemain de la fin des 60 jours. Mieux vaut être prudent que de se retrouver avec leur désordre. Un dimanche après-midi, Léa m'a coincé dans le cellier alors que je prenais des céréales. Elle a maintenu sa voix à un chuchotement dur pour que Chloé n'entende pas dans la pièce voisine. Elle m'a proposé que si j'abandonnais complètement le jugement, il déménagerait tranquillement et ne me contacterait plus jamais. Je lui ai dit que le jugement était déjà enregistré comme une hypothèque légale sur tout ce qu'il pourrait posséder au cours des 20 prochaines années. Sa bouche s'est ouverte, s'est refermée, et elle est sortie sans un autre mot. Elle ne m'a plus regardé dans les yeux depuis. Stéphane a tenté une autre approche, jouer la victime. Il a laissé des formulaires de demande d'emploi à moitié remplis sur le comptoir, comme preuve d'effort, tous pour des postes de directeur auxquels il n'était plus qualifié depuis 15 ans. Quand ça n'a pas marché, il a essayé de négocier. Un soir, il a frappé à la porte de ma chambre et a offert de commencer à payer quelque chose. Je lui ai rappelé que le tribunal avait déjà décidé à quoi ressemblait ce quelque chose. Il a claqué la porte si fort que le cadre a tremblé. Le grand cercle rouge sur le calendrier de la cuisine se rapprochait chaque jour. Quelqu'un barrait chaque matin avec un marqueur de couleurs différentes, comme si coder le compte à rebours par couleur le rendait moins réel. La maison sentait en permanence le café rassis et le ressentiment. 40 jours restants. 60 jours plus tard, le ciel s'est ouvert sur une averse froide et implacable qui a transformé l'allée en une rivière peu profonde. L'huissier de justice est arrivé à 8 heures précises, la pluie dégoulinant du bord de son képi tandis qu'il vérifiait l'ordonnance du tribunal par rapport à l'adresse. Je lui ai remis les documents et je suis resté sur le porche couvert avec Chloé blottie contre moi sous une épaisse couverture. Elle observait tout avec de grands yeux, serrant sa reine en peluche. Maman est apparue la première, traînant un bac de rangement en plastique vers le trottoir, ses cheveux plaqués par la pluie. Papa a suivi avec 2 valises, se déplaçant plus lentement que je ne l'avais jamais vu. Stéphane est arrivé ensuite, portant un sac de sport en bandoulière et une boîte en carton sous l'autre bras, la mâchoire si serrée que je pouvais la voir à plusieurs mètres de distance. Léa se débattait avec 3 sacs poubelles de vêtements, jurant à voix basse chaque fois que l'eau éclaboussait ses chaussures. Il travaillait dans un silence quasi total, empilant tout sous le mince auvent du garage pour éviter que ça ne soit trempé. Les voisins d'en face ont soudainement trouvé des raisons de sortir les poubelles ou de promener leurs chiens, jetant des coups d'œil par-dessus leur épaule. Une dame a même ralenti sa voiture jusqu'à presque s'arrêter, la fenêtre juste assez entr'ouverte pour filmer avec son téléphone. L'huissier a parcouru la limite de la propriété avec moi, ses chaussures éclaboussant les flaques, confirmant les limites et s'assurant que personne n'essayait de rentrer à l'intérieur. Il m'a demandé tranquillement si je m'attendais à de la résistance. Je lui ai dit qu'ils avaient déjà épuisé toutes les tactiques dilatoires possibles. Il a hoché la tête et a pris son poste près de sa voiture de service.
Stéphane a laissé tomber la dernière boîte avec un bruit sourd et humide et s'est tourné vers moi, la pluie ruisselant sur son visage. Satisfaite maintenant, a-t-il crié par-dessus la tempête. Tu as enfin eu ta vengeance. Je n'ai pas haussé la voix. Ce n'était jamais une vengeance, Stéphane. C'était des conséquences. Léa a claqué le coffre, est montée côté conducteur et a fait vrombir le moteur comme si elle voulait écraser quelque chose. Maman s'est arrêtée juste assez longtemps pour me serrer rapidement dans ses bras, son manteau froid est trempé contre mon pull. On se débrouillera, a-t-elle murmuré, la voix brisée. Papa a fait un petit signe de la main mais n'a pas pu me regarder. Ils se sont entassés dans la voiture, les portières claquant les unes après les autres. Léa a reculé rapidement, les pneus crissant sur le gravier, et a disparu au bout de la rue. L'huissier a attendu que les feux arrière disparaissent, a salué d'un signe de tête et est parti. Chloé a tiré sur ma main. Pourquoi mamie pleure sous la pluie? Je me suis agenouillé, j'ai essuyé une goutte de pluie sur sa joue et j'ai dit, parce que parfois, les adultes font des choix qui rendent les adieux très difficiles. Nous sommes rentrés et avons fermé la porte. Le silence soudain était presque assourdissant. Pas de bruit de pas à l'étage, pas de télévision hurlante, pas de soupir passif-agressif venant de la cuisine, juste le tambourinement régulier de la pluie sur le toit et la douce respiration de Chloé à côté de moi. Le même après-midi, j'ai parcouru chaque pièce avec un sac poubelle, ramassant les objets divers qu'ils avaient abandonnés, une vieille tasse à café avec la tache de rouge à lèvres de maman, les lunettes de lecture de papa sur le comptoir de la salle de bain, les bottes de travail oubliées de Stéphane près de la porte arrière. J'ai mis en boîte ce qui pourrait avoir de l'importance pour eux et j'ai programmé une collecte caritative pour le reste. Le lendemain matin, le courrier a apporté le premier chèque de saisie découlant du jugement. Je l'ai déposé, j'ai remboursé le reste de la ligne de crédit que j'avais contractée des années auparavant pour maintenir leurs lumières allumées, et j'ai vu le solde atteindre 0 pour la première fois depuis que j'avais acheté la maison. Chloé courait en cercle dans le salon vide, riant de l'écho de ses pas. Je l'ai rejointe, la laissant me poursuivre jusqu'à ce que nous nous effondrions sur le tapis dans un tas haletant et gloussant. Dehors, la pluie s'est finalement calmée en une douce brume. À l'intérieur, la maison semblait déjà plus légère, comme si elle avait retenu son souffle pendant 10 ans et pouvait enfin expirer. Le printemps n'était qu'à quelques semaines, et le silence sonnait comme l'espoir. Le printemps est arrivé avec des fleurs de cerisier dérivant dans le jardin comme une neige rose et douce, couvrant les dernières traces du gris de l'hiver. Le premier chèque de saisie du tribunal est arrivé sur mon compte un mardi matin tranquille. J'ai regardé la notification de dépôt plus longtemps que nécessaire, puis j'ai immédiatement transféré l'argent à l'entrepreneur que j'avais contacté depuis des mois. Les équipes de travail sont arrivées le jour même. Ils ont gratté des décennies de peinture écaillée, poncé les vieux planchers jusqu'à ce que le grain du bois brille, et ont transformé chaque pièce, d'un lieu de tension constante en quelque chose d'ouvert et de lumineux. Chloé a choisi elle-même la peinture pour sa chambre, un lavande doux qui l'a fait pousser un cri de joie lorsque le peintre a appliqué la première bande sur le mur. J'ai remplacé la moquette usée du couloir par des planches de chêne chaleureuses qui cliquaient doucement sous les pieds nus. Les lourds rideaux ont été enlevés, remplacés par des panneaux de lin léger qui laissaient la lumière du soleil inonder le salon pour la première fois depuis des années. La cuisine a reçu des armoires blanches impeccables, un nouveau comptoir en quartz et un dosseret en carrelage métro qui captait la lumière du matin. Chaque changement était comme effacer des empreintes qui ne m'avaient jamais vraiment appartenu. Au début de l'été, la maison avait l'air de pouvoir faire la couverture d'un magazine. J'ai publié une annonce pour les 3 chambres d'amis sur un site de location locale de confiance, avec des photos fraîches et une description honnête. Les candidatures ont afflué plus vite que prévu. J'ai lu chaque référence, vérifié chaque antécédent, et j'ai finalement choisi un jeune couple qui m'a semblé parfait dès le premier courriel. Émilie enseignait en maternelle à 2 rues de là, et son mari, Romain, travaillait comme pompier pour les sapeurs-pompiers de Lyon. Ils avaient un dossier impeccable, des revenus stables et le genre d'énergie calme qui manquait à la maison depuis une décennie. Ils ont emménagé le premier week-end de septembre, arrivant avec un camion de location Europcar et des sourires contagieux. Émilie a apporté des muffins aux myrtilles fait maison dès qu'ils ont eu les clés, encore chauds du four. Romain portait les boîtes comme si elles ne pesaient rien et a immédiatement remarqué la marche desserrée du porche arrière. Il m'a demandé s'il pouvait la réparer le même après-midi. Je lui ai dit que la maison était désormais la leur à entretenir. Ils se sont regardés comme s'ils venaient de gagner à la loterie. Chloé les a immédiatement adoptés.
Émilie a commencé à lui lire des histoires au coucher quand je travaillais tard, et Romain lui a appris à planter des tournesols le long de la clôture. Le samedi, ils allumaient le barbecue dans le jardin et nous gardaient toujours, à Chloé et à moi, les hamburgers les plus juteux. La maison s'est remplie de nouveaux rires, du genre qui ne vient pas avec des culpabilisations ou des attentes cachées. Je regardais Chloé poursuivre leur Golden Retriever à travers les arroseurs les soirs chauds et j'ai réalisé que c'était ça, un vrai foyer, facile, sûr, plein de joie ordinaire. Les locataires payaient le premier de chaque mois sans faute, toujours avec un texto amical me remerciant pour l'opportunité. Leur loyer allait directement sur le plan d'épargne-études de Chloé et sur un petit coussin d'urgence pour moi-même. Pour la première fois depuis des années, je dormais toute la nuit sans m'inquiéter de la prochaine dépense imprévue. Un soir d'octobre, Émilie a frappé à la porte, tenant un pain à la citrouille tout juste sorti du four. Elle m'a remercié à nouveau d'avoir pris une chance avec eux alors que d'autres propriétaires, voyant les gardes de 24 heures de Romain, avaient refusé. Je lui ai dit que la maison attendait des gens qui l'aimeraient comme elle le méritait. Elle m'a serré dans ses bras sur le perron, Chloé s'est jointe à nous, et nous sommes restés là toutes les trois à rire sous la lueur de la nouvelle lumière du porche. Ce soir-là, en couchant Chloé, elle a chuchoté qu'elle préférait notre nouvelle famille. J'ai embrassé son front et j'ai été entièrement d'accord. L'ancienne avait choisi sa voie au moment où ils avaient décidé que ma fille ne valait pas un vrai cadeau de Noël. J'avais simplement cessé de les laisser me marcher dessus. Et ce soir, exactement 60 jours après ce réveillon de Noël, celui qui a tout changé, Chloé et moi installons les lumières nous-mêmes. La maison sent le pain frais du vrai sapin que nous avons coupé ensemble le week-end dernier et les biscuits à la cannelle qui refroidissent sur le comptoir. Chloé est debout sur un escabeau, la langue sortie en signe de concentration, alors qu'elle drape des guirlandes lumineuses blanches le long du manteau de la cheminée. Émilie et Romain, nos locataires qui sont devenus bien plus, apportent la dernière boîte de décoration pendant que Romain installe les lumières extérieures le long du porche. Leur rire se mêle aux éclats de rire de Chloé, et le son remplit chaque coin qui semblait autrefois froid et lourd. Je prends du recul et je les regarde. Romain soulève Chloé pour qu'elle puisse placer l'étoile au sommet. Émilie applaudit lorsque le sapin s'illumine, et Chloé s'écrie que c'est le plus bel arbre de tous les temps. Personne ne compte qui reçoit quel cadeau. Personne ne mesure la valeur. Il n'y a que de la chaleur et la certitude tranquille que nous sommes exactement là où nous sommes censés être. L'ancienne famille n'a jamais repris contact. J'ai entendu par un cousin éloigné que Stéphane et Léa se sont séparés pour de bon, que maman et papa ont presque tout vendu pour couvrir ce qu'ils devaient, et qu'ils vivent maintenant dans un petit appartement loin d'ici. Je ne vérifie pas. Je n'en ai pas besoin. Leur choix étaient les leurs, et les conséquences ont suivi. J'ai utilisé l'argent que j'avais économisé et de l'argent qui disparaissait autrefois dans leur vie pour créer une petite bourse d'études par l'intermédiaire d'une organisation à but non lucratif locale. Chaque année, elle aide quelques enfants de mères célibataires à aller en colonie de vacances ou à prendre des cours de musique. Ce n'est pas énorme, mais c'est honnête, c'est à moi, et ça grandit un peu chaque mois. Chloé court vers moi avec des doigts collants de glaçage et me serre les jambes. Je la soulève et elle me murmure à l'oreille, c'est le meilleur Noël de tous les temps, maman. J'embrasse le sommet de sa tête et je lui réponds en chuchotant, c'est vrai. Émilie met de la musique, du genre instrumental doux qui rend les lumières magiques. Romain verse du chocolat chaud pour tout le monde. Nous nous tenons autour du sapin, 4 personnes qui se sont choisies, et nous levons nos tasses. Je regarde le visage rayonnant de Chloé et je réalise que le plus grand cadeau n'était pas la maison ou l'argent que j'ai récupéré. C'était d'apprendre que la famille est l'endroit où l'amour est donné librement, non pas exigé ou refusé. Et quand les gens vous montrent qu'ils sont prêts à blesser un enfant pour marquer un